Bonjour à vous, chers téléspectateurs de la Première TV. Voici votre café matinal et on commence par cette information. Après plusieurs défections en masse dans le rang de l'ennemi M23 AFC et leurs alliés MRDP Twirwanéo, le secteur opérationnel Sokola 2 sous le site Kivu, commandé par le général de brigade Chiviri Hamouli, a reçu dernièrement une nouvelle vague de rendus. Ces 13 éléments rendus ont été présentés ce samedi 1er novembre 2025 dans son état-major basé à Ouvira, en provenance de Rugezi dans le haut plateau de Minembwe, territoire de Fizi. Ces rendus recrutés par force témoignent la souffrance et le calvaire vécu dans le rang de l'ennemi. Beaucoup d'entre nous étaient des élèves, beaucoup d'entre nous étaient des cultivateurs, beaucoup d'entre nous étaient des professeurs, en même temps enseignants, beaucoup d'entre nous étaient des humanitaires, mais nous avons recrutés par force. Donc, ce sont des tracasseries seulement et des violences, parce que en Minembwe, on faisait beaucoup de travaux forcés. Il y avait beaucoup de violences. C'est pour laquelle nous avons trouvé l'importance de joindre FARDC pour qu'on puisse quitter Minembwe. Pour sa part, le numéro 1 des opérations Sokola 2 sur le sud Kivu, le général de brigade Chiviri Hamouli, rappelle encore une fois aux autres patriotes d'emboîter le pas et d'utiliser tous les moyens possibles de se rendre auprès de FARDC, l'armée régulière de l'Union européenne. Compatriotes, une lueur d'espoir se dessine dans la nuit des souffrances qui traversent notre peuple. Dans un communiqué officiel daté du 31 octobre, la Commission européenne a annoncé une aide humanitaire additionnelle de 9 millions d'euros en faveur de la RDC. Cet appui vise à soulager des millions de nos compatriotes frappés par la guerre injuste imposée à notre pays par le rebelle terroriste de l'F-123 soutenu par le Rwanda de Paul Kagame. Cette annonce intervient quelques jours seulement après la conférence de Paris sur la question humanitaire dans la région de Grand Lac, où les États participants ont promis plus d'1 milliard d'euros pour venir en aide aux populations déplacées et les sinistrés. Ces gestes de solidarité internationale, bien que salutaires, rappellent avant tout l'ampleur du drame humanitaire que subit la RDC, victime d'une agression planifiée depuis plus d'une décennie. Les déplacements massifs ont entraîné une montée en flèche de besoins en nourriture, en eau potable et en abri, mais aussi une aggravation des risques pour les femmes et les enfants. C'est ce qu'a souligné la Commission européenne. Ces mots résonnent comme un cri d'alarme face à une tragédie qui ne cesse de s'étendre. Plus de 7 millions de Congolais sont aujourd'hui déplacés internes, vivant dans des conditions inhumaines sous la menace permanente des armes étrangères. Les violences dans l'est du pays, notamment dans les provinces du Nord et Sud Kivu, se sont intensifiées depuis janvier 2025, alors que les rebelles de l'F-123, armés et encadrés par le Rwanda, ont multiplié les attaques pour s'emparer des Goma et de Bukavu. Les conséquences sont dramatiques. Le village rasé, les écoles détruites, des familles séparées, femmes violées, enfants enrôlés des forces. La guerre d'agression que subit notre pays n'est pas seulement militaire, elle est humaine, psychologique et économique. Elle vise à anéantir l'espoir congolais, à piller nos richesses et à faire plier notre dignité nationale. Pour la seule année 2025, l'Union européenne a déjà consacré 120 millions d'euros d'aide humanitaire à la région des Grands Lacs, dont la majorité destinée à la RDC. Ce geste, bien que modeste au regard des souffrances vécues, constitue un acte de solidarité et de reconnaissance envers le peuple congolais, résilient et debout malgré l'abandon, malgré les larmes. Mais que le monde sache, l'argent seul ne suffit pas à ramener la paix tant que les agresseurs rwandais continueront d'opérer en toute impunité, tant que la communauté internationale refusera de nommer le mal par son nom. La crise humanitaire en RDC demeurera une plaie ouverte sur la conscience de l'humanité. La RDC ne mendie pas la charité, elle réclame justice et respect de sa souveraineté. L'aide humanitaire est un devoir de solidarité, mais la véritable solution passe par la fin du soutien au M23, la neutralisation des forces étrangères sur notre sol et la restitution de notre intégrité territoriale. Car oui, malgré les douleurs, les Congos restent debout. Et tant qu'il restera un seul patriote congolais vivant, la résistance ne fléchira jamais. Pendant ce temps, chers compatriotes, l'ennemi de la République démocratique du Congo vient une fois de plus de franchir une ligne rouge. Alors que Kinshasa s'y oppose avec la plus grande fermeté, le rebelle terroriste de l'FC-123 soutenu par le Rwanda de Paul Kagame tente désormais d'imposer leur propre système judiciaire dans le territoire congolais qu'ils occupent illégalement. Une véritable provocation contre l'état des droits et la souveraineté nationale. C'est lundi 3 novembre.
La rébellion a annoncé depuis Goma l'intégration de 378 nouveaux magistrats dans lesquels elle appelle son appareil judiciaire rénové géré par une soi-disant commission de relance de la justice. Ces mécanismes illégaux fonctionnent en dehors du cadre institutionnel de la RDC, dans un simulacre d'État parallèle qui cherche à légitimer l'occupation militaire de nos territoires. Selon le document publié par le mouvement rebelle, ces pseudo-magistrats auraient été recrutés après un test d'évaluation organisé le 14 septembre et corrigé, dit-on, de manière anonyme pour garantir l'équité. En réalité, il s'agit d'une mise en scène destinée à tromper la population locale, à donner un vernis de l'égalité à un pouvoir de fait imposé par la force et la terreur. Sur 475 dossiers reçus, 378 candidats ont été retenus, dont seulement 18 femmes. Preuve que, même dans leur mascarade institutionnelle, les rebelles perpétuent l'exclusion et l'injustice. Le secrétaire permanent adjoint d'élèves 123 des Lions, Kimbulungu, a lu la liste des prétendus lauréats devant les complices universitaires et quelques membres de la société civile instrumentalisés. Deux grandes valves ont été installées à Goma pour afficher les noms comme s'il s'agissait d'un concours officiel de la RDC. Mais l'État congolais n'est resté pas silencieux. Par la voix du président de la Cour constitutionnelle et du Conseil supérieur de la magistrature, Dieudonné Kamuleta, un rappel solennel à la loi a été publié le 12 septembre 2025. La Constitution et la loi de la RDC confèrent exclusivement au Conseil supérieur de la magistrature le pouvoir de recruter et de gérer le magistrat sur l'ensemble du territoire national. Toute tentative parallèle est nulle et nul le fait. De son côté, le ministre de la Justice et garde des Sceaux, Guillaume Ngefa, a annoncé la signature prochaine d'une ordonnance présidentielle annulant toutes les décisions judiciaires prises par ces rebelles et leurs complices, car la justice ne peut s'exercer que sous l'autorité de la RDC et non sous la dictature d'un groupe armé téléguidé depuis Kigali. Ce qui se passe aujourd'hui dans les zones occupées du Nord et Sud Kivu n'est rien d'autre qu'une entreprise de balkanisation, maquillant gouvernance locale. Après avoir pillé nos ressources, massacré nos populations et chassé nos familles de leurs terres, la FC123 veut désormais s'approprier les institutions de l'État pour consolider son occupation. Mais qu'il sache, la justice du Congo ne se rendra jamais à la force. La souveraineté nationale n'est pas négociable et la résistance congolaise militaire, diplomatique et citoyenne continuera de défendre chaque parcelle de notre dignité. Le peuple congolais ne reconnaîtra jamais une justice des armes. Notre seule justice, c'est celle de la RDC, une et indivisible, mais aussi éternelle. Pendant ces temps, à Doha, le 4 novembre, aujourd'hui, le président rwandais Paul Kagame est arrivé ce lundi à Doha, capitale du Qatar, pour prendre part au deuxième sommet mondial sur le développement social qui se tient du 4 au 6 novembre. Et ce sommet international réunit plusieurs chefs d'État, responsables d'organisations internationales et acteurs du développement autour de grands enjeux liés à la croissance inclusive, à la réduction des inégalités et à la cohésion sociale à l'échelle mondiale. Selon des sources diplomatiques concordantes, une rencontre bilatérale serait envisagée entre le président de la RDC, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, et le président rwandais Paul Kagame en marge des travaux du sommet. Cette entrevue, si elle se concrétise, serait la première de genre. Serait la première du genre depuis la relance des tensions entre Kigali et Kinshasa sur fond de crise sécuritaire persistante dans l'est de la RDC où le rebelle du M23 soutenu selon de nombreux rapports onusiens par le Rwanda continue d'affronter les forces armées de la République et les groupes d'autodéfense locaux. Le sommet mondial sur le développement social s'inscrit dans une dynamique de réflexion sur la gouvernance participative, la justice économique et la solidarité internationale. Pour de nombreux observateurs, la présence conjointe des Tshisekedi Kagame à cet événement offre une opportunité diplomatique majeure pour tenter de désamorcer la crise régionale et raviver les canaux de dialogue entre les deux pays. À Kinshasa, cette possible rencontre est suivie de près par de milieux politiques et aussi la société civile qui espèrent qu'elle permettra d'ouvrir la voie à une solution pacifique durable aux violences qui endeuillent le Nord Kivu et l'Ituri. Du côté rwandais, aucune communication officielle n'a encore confirmé la tenue de tête-à-tête entre les deux dirigeants. Les prochaines heures à Doha pourraient donc être déterminantes pour l'avenir des relations entre la RDC et le Rwanda dans un contexte où la communauté internationale insiste sur la nécessité d'un engagement diplomatique franc et constructif en faveur de la paix dans la région des Grands Lacs. Oui, il n'y a pas d'activité, à part au boulevard du 30 juin. Milango yote inafungwa kabisa kabisa, hakuna kazi yoyote, hakuna transport en commun, même les pharmacies muicha yote, même les pharmacies ziko fermées. En tout cas, hapa tuko ku boulevard du
30 juin. Pendant ces temps, chers compatriotes, pour terminer cette émission, en ce lundi 9 novembre, le vent de renouveau souffle sur la RDC. Sous le haut patronage du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, et dans le cadre de la vision de refondation d'un État fort, juste et proche du peuple, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, de la Sécurité, de la Décentralisation et des Affaires coutumières, Jacques Chabani Luko Bihango, a officiellement lancé à Kinshasa les conversations nationales sur la gouvernance provinciale et locale pour la prévention de l'extrémisme violent. Organisées du 3 au 6 novembre, ces assises tenues en partenariat avec PNUD et Sénarec concernent 11 provinces stratégiques du pays. Il y a l'Ituri, Nord Kivu, Sud Kivu, Maniema, Tanganyika, Kasai, Kasai central, Maïndombe, Kwango, Kwilu et Kinshasa. Ces provinces, marquées par les défis sécuritaires et sociaux, deviennent ainsi le laboratoire du changement où la gouvernance locale doit désormais se conjuguer avec la prévention, la participation citoyenne et la cohésion sociale. Dans son discours d'ouverture, le VPM Jacques Chabani a livré un message fort, profondément ancré dans la philosophie du patriotisme et de la responsabilité collective. Il a rappelé que la bonne gouvernance n'est pas une option, mais les cœurs battants de la stabilité nationale. La sécurité des citoyens ne relève plus uniquement de la police ou tout simplement des services spécialisés. Elle se construit aussi dans les écoles, les marchés, les chefferies, les administrations territoriales, les quartiers et les villages, partout où les citoyens se sont écoutés, respectés et protégés. Des mots justes qui résonnent comme un appel à la renaissance des liens entre État et le peuple. Car la paix véritable n'est pas seulement du silence des armes, mais la justice sociale, de la transparence dans la gestion publique et du respect de la dignité humaine. Ces conversations nationales ne sont pas des simples débats technocratiques, elles sont les socles d'un nouvel esprit républicain. Elles visent à identifier les causes profondes de l'extrémisme violent dans notre province fragilisée, de construire une vision commune de la gouvernance locale fondée sur la proximité et la responsabilité, promouvoir la cohésion et la sécurité humaine comme piliers du développement durable. Sous la conduite du VPM Jacques Chabani, véritable artisan de la décentralisation démocratique et aussi sécuritaire, ces assises marquent un tournant historique dans la consolidation de la paix en RDC, en mobilisant les gouverneurs, chefs coutumiers, acteurs de la société civile, jeunes et femmes, ministère de l'Intérieur et de la décentralisation, démontrent que la stabilité nationale se construit à la base, dans les dialogues, l'écoute et la participation citoyenne. La cellule de communication du ministère de l'Intérieur Sécurité salue cette initiative comme une réponse stratégique et patriotique face aux menaces d'extrémisme et aussi aux divisions instrumentalisées par les ennemis de la RDC. Ces conversations incarnent la volonté du gouvernement de faire de chaque province un espace de résilience, de gouvernance participative et de paix durable. Parce qu'un Congo fort commence par des provinces fortes, justes et unies. C'est ça le message du VPM Chabani qui sonne comme un serment républicain. Aucun développement durable ne peut exister sans sécurité et aucune sécurité réelle ne peut durer sans une bonne gouvernance. C'est ainsi que la RDC, debout et confiante, avance vers son destin de grande nation unie, solidaire et souveraine. Dans le cadre de la mission de contrôle en cours dans la province du Congo central, le directeur général de l'autorité des régulations de la sous-traitance dans le secteur privé ARSP, le DG Miguel Cachal, a mis le cap sur Mwanda. Après un bref entretien avec l'administrateur de territoire, Miguel Cachal a pris la destination de la société Perenco. Sur place, il a conduit une importante séance de travail avec les responsables de cette société. Au cœur des échanges, les objectifs de la mission de l'ARSP ainsi que l'application rigoureuse de la loi sur la sous-traitance dans le secteur des hydrocarbures. Les discussions ont permis de clarifier les attentes en matière de promotion des entrepreneurs locaux tout en soulignant la nécessité pour les grandes entreprises opérant en RDC de se conformer aux exigences légales en matière de sous-traitance. Les responsables de Perenco ont pour leur part exprimé leur disponibilité à coopérer pleinement avec les équipes de l'ARSP en fournissant toutes les informations requises pour un contrôle efficace et transparent. L'objectif de cette mission, c'est de pouvoir insérer les entreprises à capitaux majoritairement congolais ou les entreprises éligibles dans la chaîne des valeurs des ressources naturelles. Et comme nous l'avons dit, c'est avec la collaboration et les concours des sociétés principales, des entreprises sous-traitantes que nous allons développer ensemble l'économie de notre pays, qui est le souhait du chef de l'État
et qui est matérialisé par le gouvernement de la République. À noter que cette étape de la mission marque ainsi un signal fort de l'engagement de l'ARSP à faire respecter la législation de son secteur en vue de garantir une participation juste et équitable des entreprises congolaises dans l'économie, y compris dans le secteur aussi important qu'est les hydrocarbures. Voilà, chers compatriotes, c'est par ici que s'achève notre émission. Merci à vous de nous avoir suivis. N'oubliez pas de vous abonner, s'il vous plaît, de partager l'émission parce qu'on se retrouve dans les heures qui suivent pour d'autres séries d'actualités. À la présentation, Saint Tichesenga.